Roland empezó a tratar de ayudarme por mí, por mi hermana, y saber dónde estaba, ¿cómo se llama?, John McLeod, y dónde estaba mi madre. Y que finalmente, si no hace eso, nos matan a todos. Completamente comprometido con la situación de los artistas, completamente comprometido con los derechos humanos, completamente comprometido con un poco hay que salvar a los artistas, ¿no? Y él se lo va a jugar por completo. Nos entrega su apoyo, se entusiasma, se maravilla con lo que hacemos. Y eso a nosotros nos da una tremenda seguridad. Una de las cosas que más me impresionó fue su voz espectacular, estereofónica, maravillosa, como esa voz que uno tiene como romántica de todos los actores de cine y de teatro francés, que estas voces preciosas. Y yo siempre pensé en algún momento voy a decirle a este señor que me grabe algunas cosas para mis clases en la universidad. Efectivamente, mucho más tarde lo hice, sí. Para mí era un personaje que estaba muy al lado nuestro, muy comprometido con nosotros, de manera muy íntima, muy tocado por todo esto que estaba sucediendo, muy solidario. Era una persona muy enterada de las cosas, ¿no? Y en cada parte que estuvo hizo muy bien, todo muy bien. Así que siempre nos ayudó a todos, sí. Fue un foco de luz, ¿no? En el cual uno podía recibir cosas, y no solo cosas materiales, sino que cuestiones directamente artísticas, de opiniones. Para mí apareció como una persona muy importante, ¿no? Con su voz, su porte, ¿no? Es decir, yo me sentía al comienzo bastante inhibido frente a él, ¿no? De pronto me doy cuenta de que él es progresivamente más cariñoso, ¿no? Empezó a llamarme hermano Pancho, ¿no? Y le debemos muchas botellas de whisky a Ronelson. Era para pasar los malos momentos. Con el whisky, vino francés y queso lo pasábamos bien en ese momento. Fue el gran mensajero que tuvimos, el mensajero más importante. Je vois la porte de la rue, la grille de la rue s'ouvrir et une auto rentrer en trombe et la grille se refermer tout de suite. Évidemment, quelque chose est en train de se passer parce que le chauffeur de cette voiture avait essayé d'échapper au contrôle que la plupart du temps faisaient plusieurs policiers en casque et avec mitraillettes sous les bras à tous ceux qui apparaissaient avec une envie de rentrer à l'ambassade. Et je vois descendre de l'auto au volant, du volant, je vois descendre Roland Husson. C'est très rare de pouvoir vivre un événement historique. Et le coup d'État, enfin la dictature et le coup d'État ont été un événement historique, négatif bien sûr. Être présent, pouvoir témoigner, pouvoir aider les gens, c'était un grand avantage. Mais ça, c'est presque confortable pour moi. Ce qui était tragique, c'était les gens qui étaient en prison, assassinés ou disparus. Donc, si tu veux, j'ai un sentiment, je suis content de l'avoir fait. Si c'était à refaire, je le referais. Mais je ne me sens pas héroïque. Et je voudrais vraiment que ce soit clair, ça. J'ai l'impression que ça a été un travail d'équipe avec notre ambassade, avec les gens à Paris, avec les autres ambassades des pays démocratiques d'Europe. Et donc, c'était une sorte de réaction, je dirais, plurinationale contre l'arbitraire. Y la Susana me dice, y la Susana me dice. Señora vicedecana de la Facultad de Arte de la Universidad de Chile, Clara Luz Cárdenas, artistas participantes, José Bru y Enrique Matei, amigos. Y entre estos amigos quiero nombrar algo hoy día muy especial. Durante los años más oscuros para nosotros como país, un miembro de la Embajada de Francia se destacó enormemente en la ayuda a todos los intelectuales y artistas. Su casa en París sigue siendo el hogar de muchos chilenos.
los ha acogido en las distintas misiones que ha tenido en el mundo. Hoy día él está en Chile, me refiero a Roland Huisson, es consejero cultural de la Embajada de Francia en Chile. Le doy une especial bienvenida. Quand je suis arrivé au Chili, j'ai été frappé par trois choses. Globalement, une grande vitalité culturelle qui s'exprimait d'abord visuellement. Ensuite, j'ai remarqué l'importance de la musique folklorique et de la musique, je dirais, révolutionnaire ou d'inspiration révolutionnaire. Donc il y avait une sorte de cassure entre le monde qui voulait créer du beau et le monde qui était assez moche pour des raisons météorologiques et politiques. Efectivamente había una efervescencia cultural, y una efervescencia cultural dirigida fundamentalmente por los artistas visuales y la gente del teatro. Voy a traerte al querido Goya, el querido Goya. que usó las palabras. Organizamos exposiciones, el tren de la cultura, iba a distintas partes, encontramos con los poetas, con los cantantes, con los músicos en general, con los artistas visuales, en fin, con la gente de teatro, y se iba desarrollando toda una especie de programa a la vez muy bien estructurado, pero con mucha libertad. Hacíamos café teatro, té teatro, tinto teatro, blanco teatro, teatro, pero de todo tipo de teatro. Era nuestra pasión, pero fundamentalmente era teatro para cambiar el mundo. Teníamos 20 años. Pasábamos la noche defendiendo nuestra facultad de música, porque también la derecha amenazaba con tomarse la facultad. Estaba el movimiento, el desfile o la cosa que se iba a hacer en la población y después lo pasábamos muy bien. En la noche lo pasábamos estupendo. Nos acostábamos tarde y nos levantábamos muy temprano, ¿no? Pero se bailaba, se cantaba, una vida muy plena. Me vinieron a buscar con Domingo y con Gabriel y Guillano, que era un colega mío, y me dijeron, no pasamos por el centro porque hay una concentración, hay una batalla casi entre Patria y Libertad y el MIR. Entonces hicimos un gran detour y llegamos a la embajada y el embajador fue muy gentil, aun cuando estaba muy triste de lo que ocurría. Eso antes del golpe, yo llegué creo el 19 de junio. Efectivamente, Roland llega en un momento muy álgido. Y en las conversaciones que nosotros teníamos con Roland, todos sabíamos que algo muy terrible venía, porque al mismo tiempo, como tú dices, efectivamente estaban las bombas de Patria y Libertad, estaban, digamos, los diarios, que era una cosa espantosa, ¿no es cierto? O sea, especialmente el diario de derecha Tribuna, que era un verdadero pasquín y que llamaba a su versión. Presque tous les jours, il y avait une manifestation, avec une contre-manifestation, des bagarres, des gens qui étaient blessés. Il y avait une propagande très forte contre Allende. Je me rappelle avoir ramassé dans la rue des petits tracts qui disaient qu'il se suicide ou qu'il démissionne. Et après tout, il était élu comme président démocratique, ça me paraissait brutal comme proposition. L'ambiance était extrêmement tendue. Il y avait le fameux groupe Patria Libertad qui faisait des scènes de temps en temps en faisant détonner par exemple des bombes pour abattre des pylônes électriques aux environs de Santiago. Sur le plan de la nourriture, c'était très difficile. Trouver du beurre, trouver de l'huile, trouver du papier confort, c'est du papier de toilette, tout cela c'était très difficile. Trouver de l'essence relevait de l'épopée. Il fallait faire la queue pendant des heures pour avoir une quantité minimale. Donc un sentiment qui m'a rappelé vraiment la Deuxième Guerre mondiale que j'ai vécue comme enfant. Il n'y avait rien et tout était au marché noir. Y en ese momento, bueno, del golpe y toda esta cosa que se veía venir, como dice Goya en un cuadro, no podía durar, pues no podía durar para mí.
sean víctimas de atentados, se fusilará de inmediato a 5 de los prisioneros marxistas de poder de las Fuerzas Armadas. Cambio. Je suis arrivé à l'ambassade le matin, j'avais entendu aux informations l'annonce d'un coup d'État. Je crois qu'on ne savait pas dans quelle atmosphère on était, on ne savait pas ce qui se préparait, bien sûr. Donc ça a été une surprise. Cette surprise s'est doublée du fait que l'ambassadeur était en France, donc c'est un jeune chargé d'affaires, Jean-Noël de Bouillane de Lacoste, qui est devenu, il était le numéro 2 de l'ambassade, il était chargé d'affaires. Et Lacoste a dit, bon, bah, vous rentrez chacun chez vous et vous attendez les nouvelles. Et je lui ai dit, non pas par héroïsme, mais par curiosité plutôt. Si vous voulez, je peux rester. Oh, il m'a dit, bon, d'accord. Hubo disparos, ¿no? Aquí en el parque, y en ese momento le pedí yo a un amigo, que era en ese momento también mi ayudante, ¿no?, que acompañara a mi mujer, que estaba embarazada, a irse a la casa, ¿no? Ante la inminencia de una situación peligrosa, y decidí yo acompañarla a intentar cruzar el puente. Al poco rato empezaron a llegar a mi casa personas que estaban acá, que no habían podido tampoco retornar a sus casas. En resumen, fueron los días primeros del toque de queda. Varios profesores y estudiantes estuvimos alojados en un departamento muy pequeño de 2 dormitorios. Nous avons assisté au bombardement de la Moneda. Nous voyons très bien les avions qui sont arrivés en piqué. Et j'avoue que, première chose, ce bombardement m'a laissé complètement froid, gelé sur place. Car je me suis rappelé des avions anglais et américains qui descendaient à piquer de la même façon sur des objectifs durant la Seconde Guerre mondiale. Et la deuxième impression, quand est apparu à la télévision les 4 militaires de la junte militaire, mon premier souvenir a été celui aussi des Allemands au cours de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale. Ce couvre-feu a duré, dans mon souvenir, 45 heures. C'était jusqu'au milieu de la journée de jeudi. Et avec Roland Husson, nous nous sommes installés tant bien que mal à la chancellerie. On n'a pas vu grand-chose, hein. Moi, j'entendais de temps en temps des tirs, je dirais, de mitraillettes ou de mortiers, peut-être. Je n'ai pas pu avoir de communication rapidement avec Paris parce que les communications internationales ont été coupées. Nous avons essayé, bien sûr, d'appeler Paris. À l'époque, nous n'avions pas de radio propre à l'ambassade. Nous passions par le fax, donc impossible. Et ça a été dur pour quelqu'un qui, comme moi, n'avait pas d'instruction spéciale, mais qui savait que Paris était a priori défavorable à l'accueil des demandeurs d'asile. Las personas más adelante nombradas deberán entregarse voluntariamente. Et alors en plus, il y avait une chose qui nous obsédait, c'était los bandos, les décrets militaires qui étaient annoncés à la radio toutes les demi-heures, demandant aux chefs politiques, aux leaders syndicaux de se présenter aux nouvelles autorités, et s'ils ne le faisaient, et s'ils résistaient, qu'évidemment ils seraient tués. Donc il y avait une brutalité dans l'information et une brutalité dans les menaces. Ce que j'ai fait après, je n'ai pas fait grand-chose parce qu'on ne pouvait pas faire grand-chose. On était dans l'ambassade, on y est resté pendant 2 jours. Dès qu'on a eu le droit de sortir, je suis allé voir la Moneda. Je l'ai trouvée en partie détruite, même largement détruite. J'ai appris la mort de Salvador Allende. Ce que j'en ai pensé immédiatement, j'ai eu une impression de révolte et de tristesse. Parce que pour moi, quand la Moneda a été bombardée, c'était comme si l'Élysée, en France, ou la Maison-Blanche à Washington, avait été détruite. Par qui? Par l'armée du pays. Donc il y avait un choc, si tu veux, assez grand.
Neruda, pour moi, ça a été une histoire douloureuse, parce que quand il est mort, je suis allé à ce qu'on appelle le velorio, la veillée funèbre, et on s'est trouvé dans une maison où les canalisations avaient été crevées, donc il y avait de l'eau qui coulait partout. Les vitres avaient été cassées, ce qui fait que quand on s'avançait pour aller saluer la dépouille de Neruda, on marchait sur du verre qui crissait sous les pieds. Et quand j'ai vu tout ce désordre, tout ce massacre de choses, quand j'ai vu des tableaux qui avaient été lacérés, poignardés un tableau, quand même. Quand j'ai vu les Lettres françaises, qui était un bon journal littéraire, brûlé, parce que Neruda le recevait probablement régulièrement, le dernier numéro était brûlé. J'ai eu un sentiment de revanche, pas de revanche, de souffrance, et aussi j'ai repensé à l'Espagne. J'ai repensé, si tu veux, un peu à Miguel de Unamuno, qui en 1936 avait dit, au moment où les franquistes sont arrivés, « Me duele España », j'ai mal à l'Espagne. Moi, je ne pouvais pas dire « j'ai mal au Chili », j'étais un jeune fonctionnaire français avec mon travail. Mais j'ai pensé à tous les amis de Neruda, à tous les amis français de gauche qui étaient bouleversés, et j'ai mis « Nos duele Chile », nous avons mal au Chili. El día que llegaron a llenar mi casa, ¿no es cierto? Justo en ese mismo minuto, me acuerdo que la señora de Roland Julia llamó por teléfono para ver qué pasaba. Y yo no pude contestar el teléfono porque estaban los militares en mi casa. Y la denuncia había sido la gente de abajo porque ellos llamaron para decir que ahí vivían unos artistas. Notre petit garçon, Pierre-Henri, arrive en courant en me disant « Maman, il y a un mort qu'on vient de voir sur le talus. » Et c'est un des nombreux morts que nous avons eus devant devant la résidence. Mais moi, personnellement, et mon mari, nous en avons vu au moins 4 devant l'ambassade, dans l'eau, pris dans les branchages. En todo caso, los primeros meses después del golpe, después del 11 de septiembre del 73, yo personalmente me deprimí. Teniendo 20 años, estaba... Claro. Bueno, es que no he tocado estos temas, ¿no? No he tocado estos temas. Fue todo un sueño que se venía al suelo, fue toda una situación peligrosa, dura, que uno no esperaba, que era demasiado duro, demasiado fuerte. Y además pensar, ¿por qué la propia gente de su propio país, no? Un joven no está preparado para saber eso. No está preparado para enfrentarlo, para saber cómo vivirlo. Te llegaban todos los días, de alguna manera, información de que murió un compañero, un amigo. En fin, había un chico, me acuerdo de él, que era estudiante de arquitectura, amigo de mi hermano, que eso me golpeó mucho. Que lo tomaron preso, él era ayudante de la hormiguita, del carril, le ayudaba a pintar porque la hormiga ya estaba como en su cama, pintada con un palo, con un pincel desde su cama, y él la ayudaba. Y él de repente desaparece, un amigo que iba todas las semanas a mi casa. Entonces era realmente muy duro. Y yo creo que en todo ese tiempo yo no me pasó esto que me pasa ahora. No me lo permití. No. Nous avons commencé à recevoir des appels de gens qui nous demandaient si on pouvait les aider à rentrer à l'ambassade. Et nous avons
décidé, avec beaucoup d'audace, mais à cette époque-là on avait de l'audace parce qu'il fallait sauver des gens, de faire rentrer des groupes. Esta es la locura del momento. En la casa había llegado gente importante a refugiarse en esta casa. Y yo, que era el dueño de casa, estaba en otra parte. Yo nací en España, fui exilado de la guerra de España en el 39 y se veía muy bien lo que era un golpe militar. Entonces, mira, Gracia dijo, no, tú tienes que irte acá, de todas maneras. Yo me fui, me recorrí en varias partes que me alojaron amigos de nuestras casas, hasta que finalmente entré, digamos, a la Cancillería francesa. Alors j'occupe ce bureau et ça a beaucoup changé depuis... Oui, ça a beaucoup changé. D'abord, il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas de machine aussi moderne. Mais c'était quand même pendant 3 ans l'endroit où j'ai vécu avec, on se voit, sur un canapé historique. Ah oui? Parce qu'il a été utilisé par les réfugiés qui recevaient leurs petites amies. Ah! Et alors tu as occupé ce bureau à quelle époque Je suis arrivé en juin 73. Et je suis parti pour Washington en août 76. Donc je suis resté 3 ans, 3 mois. Mais la période la plus émouvante, bien sûr, c'était la période des réfugiés politiques. Alors j'avais un travail, moi, qui était un travail de conseiller culturel, c'est-à-dire organiser les bourses, des voyages, etc., accueillir des personnalités françaises. Mais après le coup d'État, personne n'est venu. Donc comme je parlais déjà un peu espagnol, l'ambassadeur m'a demandé de filtrer, de recevoir les gens et de lui donner des informations sur ce qu'il voulait. Et j'ai fait ça pendant 3 mois. En même temps, comme on avait des réfugiés dans l'ambassade, je laissais mon bureau ouvert. C'était à la limite de l'autoriser, mais il faut dire que les gens vivaient couchés dans le couloir sur des lits de camp au départ, pendant quelques semaines. Donc ils avaient besoin d'un espace pour se réunir. Je leur prêtais mon bureau et ils s'installaient pour jouer aux cartes, pour discuter, pour lire la presse et parfois pour utiliser le téléphone. Théoriquement c'était interdit, je les laissais faire. Jusqu'au jour où j'ai découvert que le secrétaire général m'a dit « Mais monsieur Husson, vous avez vraiment appelé Valparaiso tous les jours pendant 2 mois ?» J'ai dit « Mais non. » Il m'a dit « Il y a quelque chose qui ne va pas. » Donc je suis allé voir les réfugiés politiques en disant « Écoutez, je prête mon bureau, d'accord, mais ce n'est pas un bureau pour une conversation amoureuse de 2 mois entre Valparaiso et Santiago. » Et donc les communications ont baissé, les gens étaient très corrects. Donc c'est un bureau qui était pour eux, je pense, un peu un lieu de travail, un lieu de réunion et parfois même un lieu d'intimité. Et je ne sais pas quel était le code pour laisser la porte fermée, mais il devait y avoir des choses. Les gens qui sont venus à l'ambassade étaient des gens qui étaient soit connus de l'ambassadeur, soit connus de prêtres français, de professeurs français, qui, les sachant menacés, avaient demandé à ce qu'on les héberge. La raison au départ était une raison humanitaire. Donc on hébergeait d'abord les gens d'origine française, même si c'était le grand-père qui était français, des gens qui étaient boursiers et des gens qui travaillaient avec nous sur le plan commercial. Mais en fait, on n'a pas pu respecter cela et on a logé les gens à mesure qu'ils arrivaient. Avec en principe un filtre, mais c'était très difficile de mettre quelqu'un à la porte après. Donc il y avait une sorte de tolérance un peu forcée, si tu veux. Hubo un momento que la embajada estaba pero lleno los patios, el subterráneo, tercer piso que es donde estaban, y la secretaria y los mismos jefes se fueron juntando en oficinas compartidas para poder darle espacio a los asilados, porque hubo que armar camarotes, lugares donde cocinar, y ya esto fue medio caótico, tanta gente. Oui, donc ici c'était le couloir. À partir du moment, quelques jours, 8 jours ou 10 jours après le coup d'État, il y a eu une dizaine ou une quinzaine de lits où des gens dormaient, soit des couples, soit des familles même, sur des lits de camp. Donc quand tu arrivais le matin, tu devais enjamber le mieux que tu pouvais pour ne pas réveiller les gens qui dormaient. Et à ce moment-là, pendant à peu près 10-15 jours, ça a été une sorte de camp pour les réfugiés. Ensuite, l'ambassadeur, très gentiment, a trouvé d'autres lieux, d'abord au-dessus, au sous-sol, et ensuite il a ouvert la résidence
pour l'ensemble des réfugiés. Bon, ça c'est la porte par laquelle entraient les voitures. De l'autre côté, à l'époque, il n'y avait pas un mur de fer comme ça, c'était simplement des barreaux. Donc on voyait très bien la rue de la cour. Devant la porte, il y avait un carabinier qui surveillait l'entrée. Siempre íbamos a buscar personas a diferentes partes y con señas nomás. Entonces uno llegaba a la esquina a veces y ellos llegaban al auto, con la patente del auto. Entonces uno los tomaba y los traía a la embajada. En plus, on avait un concierge qui était un républicain espagnol basque, Angel, petit homme énergique et d'une très grande gentillesse, et nous aidait quand on voulait faire entrer des gens dans la chancellerie. Alors, il y avait des portes avec du cuivre, il frottait très lentement, et quand la voiture, il doit y arriver, il ouvrait très vite la porte, et à ce moment-là, la voiture entrait sans que le carabinier ait le temps de voir qui était dans la voiture. Au départ, ils étaient à la chancellerie, dans une chancellerie qui est petite, mais il n'y avait pas de place. Et il y avait déjà, je ne sais pas, 80 personnes ou 100 personnes. Alors, M. de Menthon et sa femme ont été très courageux. Moi, je ne suis pas catholique, évidemment, mais j'ai beaucoup d'admiration pour ce genre de catholicisme. Catholicisme militant, qui faisait qu'il était scandalisé par la brutalité du coup d'État, le non-respect des lois, et qu'il s'est demandé ce qu'il pouvait faire pour aider. Et en accord avec sa femme, il a ouvert la résidence. Il a donné toute la résidence, sauf 3 chambres. Sa chambre à lui et sa femme, la chambre de leur dernier petit garçon qui avait 10 ans à l'époque, une cuisine et une salle de bain. Tout le reste, les 3 étages, le jardin, tout a été mis à la disposition des réfugiés. Il y a eu petit à petit des masses et des masses de Chiliens alors qui étaient traqués et qui venaient dans les ambassades. Et dans notre ambassade, c'est nous qui en avons eu le plus. Alors c'était affolant. On ne savait pas où les mettre. On a enlevé tous les rideaux et le sous des nappes et tout pour faire des couvertures. Ils couchaient tous par terre, mais ils étaient très disciplinés et d'une gentillesse extrême. Avec nous, ils étaient d'une gentillesse extrême. La señora embajador fue realmente una persona, fíjate, extraordinaria. Ella se ocupaba de, imagínate, de ir a comprar todos los días a la viga alimentos, o sea, materiales, así, me refiero, qué sé yo, verduras, carnes, de todo, para los 300 huéspedes que había. Notre séjour à Santiago du Chili a évidemment été marqué par le coup d'État, par l'accueil des demandeurs d'asile. La vocation d'une ambassade n'est pas normalement de recevoir des demandeurs d'asile en dehors de la tradition latino-américaine. Mais je dois dire que vraiment, nous avons eu le sentiment, ma femme et moi, d'être plus utiles à Santiago dans cet accueil, cet accompagnement des asilés que dans les autres postes diplomatiques où le travail et la vie quotidienne étaient beaucoup plus classiques. Bon, ben ici, on est en face de ma maison, là, où j'ai vécu un peu plus d'1 année. Et ça m'a permis aussi de retrouver des gens qui étaient presque des amis au départ du temps d'unité populaire, qui, s'ils n'avaient été ni arrêtés ni partis en exil, étaient quand même très seuls à l'intérieur de Santiago. Donc on s'est retrouvés d'abord dans mon bureau, on a bavardé, on s'est rendu compte que les gens avaient besoin de se rencontrer. Et avec ma femme de l'époque, Julia, on a organisé des dîners-buffets très abondamment arrosés, avec beaucoup de gitanes, pour créer une atmosphère. Et les gens pouvaient se parler très librement chez moi, sans se soucier de ce que j'allais penser. D'abord, j'écoutais pas ce qu'ils disaient la plupart du temps, et parce qu'au fond, on était dans un lieu théoriquement neutre. Ya a comienzo del 74, a mediados del 74, ha abierto su casa, ¿no es cierto?, para las reuniones culturales, para discutir sobre teatro, para discutir sobre artes visuales, porque él iba a todas las exposiciones, ¿no es cierto?, antes del golpe, iba a las obras de teatro, y se comienza a relacionar, ¿no es cierto?, con actores, directores de teatro, con cineastas, con artistas visuales, poetas y narradores. Pero no estamos hablando que el hombre va a convidar de a 4, de a 5, sino que invitaba de a 10, de a 15, de a 20 personas a su casa a comer, porque sabía que una parte importante de esa gente tenía problemas. Ya tenía problemas de comida, tenía problemas, ¿no es cierto?, de pequeñas subsistencias. También fueron
fiestas, ¿no? Que constituyeron momentos como de catarsis importantes cuando se vivía un estado de tensión muy grande, ¿no? En un lugar en que estábamos seguros y que se podía hablar libremente y que podíamos reconfortarnos y lo más probable es que hubiera whisky, ¿no? Nosotros probábamos las obras en la casa de Roland. Él hacía una recepción donde invitaba a gente de teatro, se daban las escenas y después empezábamos a opinar, cosa que servía bastante. Bueno, la Casa de Roland fue el centro de lo que nos juntábamos, todos los teatristas, los pintores, arquitectos, qué sé yo. Y ahí tuvimos también nuestros encuentros con el queso Camembert, que fue muy, yo no lo conocía, y el whisky, el vino francés y el whisky. Yo creo que esa fue la perdición, la única cosa que nos dejó entre buena y mala, porque tomábamos whisky como agua, lo conocíamos poco. Con los amigos nos reuníamos en el jardín y tomamos trago discutiendo de lo que se podía hacer para la literatura o la pintura o la poesía. Entonces era un lugar muy importante para ellos y para mí también. Era un intercambio. Il a bien fallu recommencer la vie culturelle. Donc l'idée était simple en fait pour moi. Qu'est-ce que je fais? J'étais le patron administratif du service. Je dis, on donne l'institut qui s'appelle Chileno Frances, franco-chilien, aux gens de théâtre, ils peuvent utiliser notre théâtre. Donc l'institut est devenu un théâtre officieux de la culture chilienne. O sea que el tiempo no ha pasado en vano. Desde esto que te voy a regalar, porque es la primera obra que hicimos en el instituto. Y para que veas que no es como Gardel, no han pasado 20 años, no son nada, dice Gardel. Estos son 30 años que no son nada. Te llamas José, me acuerdo muy bien de esto. Me pregunto dónde estoy. ¿Estoy todavía en esta época o estoy hoy día en Chile? Bienvenido. Estamos ensayando aquí con las chicas. Roland salvó la vida de mucha gente después del golpe. Claro, los milicos cierran la escuela de teatro y Gustavo Mesa y Carlos Matamala encuentran el alero de la embajada francesa a través del Instituto Chileno Francés y les prestan a ellos ese espacio. Ahí empezó Gustavo y Carlos Matamala a hacer clases. Se contactó a los alumnos, llegaban, pero fueron desapareciendo algunos se fueron del país, en fin, se fue reduciendo la gente que estaba. Y entonces Gustavo pensó con Carlos hacer un grupo entonces de teatro y se quedó con la gente que se había permanecido y ahí cambió la vida. Uno andaba por la calle y era un sospechoso, era alguien que tenía que mostrar carnet, que te revisaba. Y ahí éramos los seres humanos que éramos. Nadie nos revisaba, lamentablemente. Saluda por todos nosotros, por estar en mi casa, que es lo más importante. Y seguimos. Para que no Me acuerdo de una fiesta que estábamos, ¿te acuerdas esto? En plena represión. Y se acerca Gonzalo a Roland y le dice, Monsieur Roland, nous sommes les maquis. Nous sommes les maquis. Sí, y Roland lo miró y dijo, cállate huevón que alguien te puede escuchar. Mon père était dans la résistance pendant la guerre. Donc j'ai toujours vécu dans le respect le respect de la résistance française. Et en août 1974, donc presque un an après le coup d'État, j'ai pensé que ce serait bien de faire un hommage au 30e anniversaire de la libération de Paris. Bon, c'est vrai que c'était pas neutre, mais c'était intentionnel.
Donc avec Henrik Elin, on a préparé des textes qu'on a choisis et qu'on a montés à l'Institut avec la coopération de Oscar Castro, qui dirigeait le théâtre de l'Aleph à l'époque, et qui a fait notamment deux très belles dramatisations, Le Crapaud de Mac Jacob et Liberté de Paul Éluard. Alors ce qui m'a étonné, moi, c'est que le poème d'Éluard qui se termine par « Je suis né pour te connaître, pour te nommer liberté », qui était pour moi un hymne antifasciste, en fait. Quand il s'est terminé, il y a eu une espèce de silence. Je ne peux pas l'évaluer, mais j'ai eu l'impression qu'il était long. Disons peut-être 10 secondes, ce qui est énorme. Hein. Et là, les gens ont commencé à applaudir. Et ça ne s'arrêtait pas. Et vraiment, j'ai eu un sentiment, d'abord j'étais très ému, et puis un sentiment d'avoir gagné, là, tu vois. Les deux premières personnes qui ont résisté, c'est Rosserbrou, et ensuite, mon ami Oscar Castro, parce qu'il avait monté une pièce qui s'appelait « Au commencement existait la vie », « Al principio existia la vida ». Et cette pièce, en fait, pour moi, c'était un hommage à Allende, un capitaine qui luttait dans la tempête sur un bateau fragile, qui rencontrait des tempêtes, qui mourait à la fin, mais avec un sentiment de dignité et de courage. Empezamos a dar la pieza. Ahora la gente, el boca a oreja, para que la gente fuera a verla, era anda a ver esta pieza que no dura esta semana. No era muy buena propaganda para nosotros, porque decían que no dura esta semana porque íbamos a ser censurados y caídos en prisión. Y llega el día en que Roland tiene que dejar el país. Y él se va a despedir de mí al campo de concentración. Y los dos sabíamos, cuando nos despedíamos, que podía ser la última vez. Tu prends quelqu'un, tu le prends dans tes bras, il te prend dans ses bras, tu ne sais pas quand tu vas le revoir, tu ne sais pas si tu vas le revoir, et tu ne sais pas pourquoi il est en prison. Y me acuerdo que después se fue Roland, se lo llevaron, yo me quedé en la cancha de fútbol solo, lo veo salir, salió de las alambradas, y nos hicimos así, y después nos hicimos así, como abrazándonos en el aire. Pour vous ce soir un numéro unique, l'envol de l'ironie. Esta noche el Teatro Aleph, la compañía Aleph, quiere dedicarte a ti este espectáculo por todo lo que hiciste por Chile y por el Teatro Aleph. Cuando yo estaba en prisión, Anita iba a verte para saber noticias mías. Ella venía con un niño en brazos, mi hijo Sebastián, aquí. Y ella en el vientre tenía a otra maravilla, mi hija Andrea. Roland, esto fue lo que tú hiciste por Chile. Esto te lo vamos a agradecer siempre. Aquí está el futuro de muchas historias. Gracias, Roland. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, contento de volver a verte. ¿Sabes? Sí, tú estás macizo. Macizo, sí, yo sé. Pero tú también, no hay que... Puedes Estamos- esconder. Sí, yo me recuerdo una foto que hicimos los dos así. Sí. La tuya está más hombres famosa. embarazados. En réalité, ça a été surprenant parce que moi, je connaissais très peu Guillermo. La coupable, c'est Tatiana Alamos. qui m'a dit « Ah, j'ai un ami chilien qui est peintre, qui sort de prison, il est plein de dynamisme, il veut faire 3 expositions coup sur coup et commencer à l'Institut français. »
J'avais confiance dans Tatiana, j'ai dit bon bah c'est bien, donc on s'est rencontrés brièvement, mais on n'a pas parlé de ce qu'il allait montrer. Tu vois? Et moi j'avais quand même beaucoup de travail malgré tout. Donc le jour où il y a eu le vernissage de son expo, je suis arrivé, il y avait 2-3 fois plus de personnes que d'habitude. Alors j'étais surpris. En plus, il y avait des jaulas, des cages. Des cages avec des chaussures, avec des photos, avec tout. Il y avait une cage au milieu, je me rappelle, que tu avais laissé le fond vide et qui disait « Si vous voulez savoir comment c'est à l'intérieur, essayez ». Et on voyait des gens qui passaient la cage au-dessous de leur visage. Donc ça, c'était assez impressionnant. Et il y avait le catalogue qui avait inspiré par Charlie Chaplin, non? Et moi, je ne me suis pas vraiment rendu compte au départ que ça pouvait être si scandaleux. Et un gars est venu et m'a dit Roland, c'est ta première faute politique. No sé quién me lo dijo, alguien me lo dijo. Je ne crois pas que ce soit une faute politique. C'est une faute de l'innocence. De l'innocence. Ah, mais quand même. Une innocence pratiquée, disons. C'est mieux d'avoir une faute que d'être politiquement correcto, ¿no? Yo había ideado esta otra exposición de las jaulas. Decidimos que era mejor hacer algo un poco más divertido, dijimos. Pero no alcanzó a durar sino Porque el día siguiente. la inauguración y 2 horas después, porque llegaron como a las 10 de la mañana o a las mediodía. Al día siguiente. Sí, al día siguiente. Yo estaba contento de haber podido salir con sus jaulas y ponerlas en mi oficina. Hablé con ellos y mentí sin saberlo en realidad. Dije, pero ustedes están en el Instituto Chileno-Francés, es territorio francés, no se puede tomar nada. Y pensaba que había jugado bastante bien, pero después aprendí que lo habían tomado preso. Ahí me llevaron a 4 Álamos, donde uno permanecía 20 días. Y durante esos 20 días me llevaron en 2 ocasiones a Villa Gris. Y ahí me metieron entonces en una de esas celdas que había uno solamente de pie, con un hoyito ahí. Yo tenía un amigo aquí, el pintor chileno Guillermo Núñez, que me había contado que había pasado un tiempo acá, en una casa pequeña, no sé si decía Corvi o algo así. ¿Se puede ver eso? Sí, tenemos una réplica, incluso hasta 6 personas. De 1 metro por 1 metro. ¿Y cuántas personas había dentro? 4, 5, incluso hasta 6 personas. ¿Puedo entrar? Sí. ¿4 o 5 personas? Claro. Se turnaban. ¿Y dónde dormían? ¿Se ponían en el suelo? ¿O qué? ¿Podían, ¿Para comer? No, para dormir. Dormir se turnaban. Uno de pie, otros en el suelo sentado. Se iban turnando ellos. Pero aquí hay una intención de destruir el tiempo. De destruir, justamente. Eso me choca mucho. Claro. Mediante la tortura y el encierro. Sí, porque 4 o 5 en esta casa es imposible. Entonces ellos aprovechan la estructura de la torre y hacen estas subdivisiones con estas 3 celdas que hay acá. ¿Ya? Y eran celdas con puerta de guillotina que aquí introducían también 4, 5 personas y hasta 6 personas y testimonios. ¿Ya? Ahora, el 80% de las personas que están prisioneras aquí en la torre desaparecen. 80%. El 80%. Ahora, ¿cuál es la política o cuál es el criterio para hacerlos desaparecer? No lo sabemos. No se sabe. Llegamos a un aproximado de 5.000 prisioneros más o menos que pasaron por Villa Grimaldi. Los sacaban de aquí en camiones frigoríficos, los llevaban a Peldehue, que es una unidad militar que hoy día se llama Fuerte Arteaga. Ahí los sedaban o drogaban, les amarraban rieles a la espalda, los ensacaban y en helicópteros del ejército los iban a tirar al mar.
Adelante. Mucho gusto. Muchas ¿Cómo gracias está, por Juan? recibirnos. Mucho gusto en Esta es mi conocerla. mujer, ¿Cómo Susana está? Núñez. Mucho gusto. Esta sí Enchanté. Hola. ¿Cómo está, Patricia? Muy bien. Adelante, por favor. Acompáñenme. Mucho gusto. Hola. Señora Presidente, le quería dar mi libro. Se llama Los Due de Chile, se lo dediqué. Muchas Y en la gracias. última página hay algo sobre usted, pero el libro lo escribí en el 2003. Entonces no era presidenta, era ministra de la Defensa. No le puedo y digo que es un gran actor político de parte de Lagos y de usted. Entonces le quería dar esto como Mire qué recuerdo. bueno. Ha hecho siempre por Chile, por los chilenos, por la gente perseguida y por eso quería conocerlo. Muchas Cuando me gracias. dijeron que venía, llamó a Gonzalo Robles, avisó, dijimos por supuesto, vamos a hacer un espacio que sea breve, pero para mí es un tremendo honor conocerlo. El honor es al revés. No, pero yo quiero agradecer, muy Muchas sinceramente, gracias, señor. por todo. Y por el ¿Le libro puedo dar con un la... beso? Sí, y a la francesa, Por supuesto. Por supuesto. ¿Qué noticias tiene? Listo, que esté muy bien, ¿eh? Chao. Adiós y muchas gracias. La mano, Un gusto la mano. nuevamente. Yo soy un poquito perdido, conmocionado por haber hablado con la Presidenta. Es lindo como encuentro, fue brevísimo, pero yo sé que tiene mucho trabajo, entonces fue lindo. Y yo le entregué mi libro y le di 2 besos. Fue fantástico, ¿no? Tengo que llamar a mis hijas en París para contárselo. Bueno, sí, en verdad es una cosa que yo no esperaba y que para mí fue un gran honor. Être ici est très émouvant parce que j'y vois des noms de gens connus, comme le jeune acteur Johnny McLeod, qui a été torturé et assassiné par les militaires et qui était un des acteurs du groupe de l'Aleph qu'Oscar Castro dirigeait et où sa sœur Marietta, la femme de Johnny, était arrêtée également. Donc on a un sentiment de brutalité quand on regarde aussi le nom des gens et l'âge des gens. Quand on voit que la plupart ont 30, 35 ans, 25 ans parfois, et ça me laisse, si tu veux, un sentiment de... Je pense à Sabato qui disait en Argentine « Nunca más ». Plus jamais ça.